Et donc là, dans la salle d'attente, il faut faire rentrer les gens, tout simplement. C'est bon pour toi, Nicolas? Oui, Et je... voilà. Bonjour, bonjour à vous. Le webinaire est démarré. Je vois qu'on a déjà près d'une trentaine de personnes participant au webinaire. On attend encore une petite minute pour être sûr que tout le monde est là. Et accessoirement, deux intervenants qui nous manquent également, et qui vont pas être, qui vont pas tarder. On fait rentrer les personnes dans la salle d'attente, Nicolas. Je vois que tu le fais. Bonjour à tous. Écoutez, on va démarrer le webinaire d'ores et déjà. Je me présente rapidement. Je suis Nicolas Nguyente. Je suis directeur Europe chez Agri Sud-Ouest Innovation, le pôle de compétitivité de la filière agro pour le sud-ouest de la France. Et j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter, d'être l'animateur ce matin de ce webinaire qui est dédié à l'IIC. Avec deux dimensions, la partie Pathfinder, transition et accélérateur, dispositif très très prestigieux et qui intéresse beaucoup de monde et nos entreprises et les laboratoires de recherche également. Je tiens à préciser que ce webinaire est organisé dans le cadre de l'AFPC, qui est l'Association française des pôles de compétitivité. Et je représente aujourd'hui même en fait eh bien 10 pôles de compétitivité qui s'intéressent au secteur agro. Donc vous les voyez ici, je les nomme, je prends le temps de les nommer, hein. Agrispec Innovation, Valorial, Innovalliance, Accélera, Aquimer, Végipolis Valley, Xylofutur, Pôle Mer Méditerranée, Vitagora et Bioeconomy for Change. Et nous sommes tous donc des pôles de compétitivité. Notre mission, notre métier pour ceux qui ne nous connaîtraient pas et de soutenir et de booster l'innovation dans nos filières respectives, nos territoires respectifs. Et nous sommes réunis au sein de l'Association française des pôles de compétitivité. Euh, pour aujourd'hui, nous avons, pour ce webinaire, nous avons deux intervenantes qui font partie de l'équipe PCN spécialisée dans l'ISI. Carole Miranda d'un côté qui est sur la partie plus accélérateur, sauf erreur de ma part, et puis Chiara Molinelli qui est également sur la partie plus amont, sur la partie Pathfinder. Et nous aurons également le témoignage de Magdalena Koutnik, qui est R&D manager chez Elicit Plant. Elicit Plant qui était une entreprise, qui a été lauréate de l'IIC Accelerator en 2022. Sans perdre plus de temps, je passe la main à ce moment-là à Carole Miranda. Alors juste en termes d'organisation, donc on a prévu environ 15 minutes de présentation des dispositifs, donc Pathfinder d'un côté avec Chiara et Accelerator par Carole. Une petite phase, voilà, une phase de questions-réponses brèves après chaque dispositif. On aura également donc ensuite 10-15 minutes avec Madalena pour avoir le retour d'expérience pratique et puis on ouvrira plus largement la discussion au terme de ces trois séquences. Voilà, donc on démarre avec Chiara. Bien entendu, vous pouvez poser des questions dans le chat comme d'habitude. A priori, les micros sont fermés, mais bien entendu, on pourra prendre des questions et ouvrir la discussion plus largement en fin de séquence. Je me suis permise de donner l'autorisation à Carole, du coup, pour le micro et la caméra. Je ne sais pas si ça a marché. Euh, si ça a Oui, marché, Nicolas, merci n'hésitez Chiara, pas. Ah, ok, j'avais ça pas marche. j'avais pas d'accès ni à mon son ni à ma caméra, donc c'était un peu compliqué. Donc tout va bien, merci Chiara, je te laisse démarrer. Ok, du coup, est-ce que je dois partager ma présentation ou Nicolas, vous avez... Oui, vous partagez votre écran et j'arrête le mien.
Voilà, vous pouvez prendre le partage. Carole, du coup, je vais partager la présentation totale et tu me diras passe et je passerai. Non, je vais prendre la main si ça ne te dérange pas. Très, très bien. Donc, Si tu tu peux prendre la départageras main. ton écran et je repartagerai le mien. Merci, désolée. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de partager? Voilà, c'est parfait. On voit l'écran. Est-ce que vous voyez la... Ah, ok, oui, oui, ok, très bien. Je ne savais pas où... Du coup, c'est bizarre parce que j'ai un écran tout là-bas. Merci. Je vous écoute. C'est à vous. Du coup, excusez-moi, j'essaie de voir comment on passe les diapos. Ok, très bien. Vous voyez bien les diapos défiler. C'est parfait. Ok, donc très très rapidement, j'enchaîne sur une introduction très rapide. Vous connaissez peut-être déjà la structure d'Horizon Europe, ici résumée sur cette diapo. Juste ici pour dire que le Conseil européen de l'innovation se trouve dans le pilier 3, la grande nouveauté d'Horizon Europe, le pilier Europe innovante, et il représente la plus grande partie de ce pilier. Vous aurez les diapos et tous les liens qui sont dans les diapos. Donc, le pilier 3 Europe innovante voit un budget de 10 milliards d'euros sur les 7 ans de programme cadre et globalement vise à pour grand objectif le soutien des innovations de rupture, je souligne, un peu à tous les stades et à tous les TRL. Pour cela, le Conseil européen de l'innovation comme je l'ai dit, vise à financer l'innovation radicale à haut risque avec priorité au deep tech afin de couvrir toute la chaîne de l'innovation des TRL plus bas au TRL plus haut sur des innovations multidisciplinaires typiquement et multisectorielles dans l'idée voilà, de combler et d'avoir un continuum de l'innovation de la recherche plus amont dans les centres d'excellence de recherche, les organismes, etc., jusqu'au TRL plus aval, plus proche de marché pour des deep tech très innovantes. L'idée, effectivement, c'était de combler ce fameux fossé avec des instruments qui permettent, en couvrant toute la chaîne de l'innovation, de couvrir avec un instrument Pathfinder que je vais rapidement vous présenter sur des TRL plus bas, typiquement entre les TRL 1 jusqu'à 3-4, avec la création d'un nouvel instrument, le Transition, qui devrait permettre de combler ce fameux fossé, la vallée de la mort de la collaboration publique-privée pour amener l'innovation de rupture vers le marché à plus haut TRL, donc sur des TRL 3-4 jusqu'à 5-6, et un instrument, l'accélérateur, dédié au secteur privé, uniquement donc à des monobénéficiaires. Carole vous le présentera de manière détaillée sur des TRL plus élevés. Ce sont les trois, donc tout ça c'est le Conseil européen de l'innovation, ce sont les trois instruments principaux qui ont été complétés récemment par l'EIC STEP, que Carole aussi va vous présenter. L'approche de l'EIC, c'est sur des appels à projets annuels, voire avec plusieurs vagues sur la même année, à la fois avec une approche open, donc typiquement bottom-up, sur des projets blancs, toute thématique est acceptée, et des appels top-down sur des challenges définis d'une façon très particulière qu'on va vous présenter très rapidement tout à l'heure. Tous les ans, les challenges changent, donc un challenge qui est ouvert cette année ne le sera pas sur une thématique précise, ne le sera pas l'année prochaine. Ici, on a un résumé, donc ce que je viens un peu de vous dire. On retrouve les trois grands instruments Pathfinder, Transition, Accélérateur sur les TRL, la typologie des appels, le format, à savoir donc pour le Pathfinder et le Transition, on est sur des projets de consortium, voire éventuellement monodéposants pour le Transition. Et ce sont pour le Pathfinder et Transition des projets sur un financement de type subvention à 100% des coûts éligibles sur un montant typique de 3 millions, 4, voire 2,5 pour le Transition. Carole, si tu veux dire quelques mots sur l'accélérateur et les steps de la diapo d'après.
Oui, je peux dire juste un petit mot pour effectivement enchaîner. Sur l'accélérateur, donc, on n'est pas du tout dans la même façon de financer les choses. On est en fait dans ce qu'on appelle du financement mixte, c'est-à-dire à la fois avec un volet subvention, mais cette fois-ci, comme on est beaucoup plus proche du marché, puisque vous démarrez au TRL 6 jusqu'au TRL 9, c'est-à-dire jusqu'à la commercialisation de votre innovation. À ce moment-là, le taux de subvention est plus bas et il est de 70% des coûts totaux éligibles du projet. Et puis, vous aurez un volet également qu'on appelle d'investissement, equity ou quasi-equity, pour pouvoir financer notamment votre scalabilité. Donc, en gros, ça va de 2,5 millions d'euros, enfin jusqu'à 2,5 millions d'euros pour le volet subvention et jusqu'à 10 millions d'euros pour le volet investissement. Voilà, je te repasse la parole. Oui, il y a je sais aussi, pas, oui. ouais, voilà, il y a aussi il y a 2 nouveautés en fait dans le programme de travail 2025. Il y a ce qu'on appelle d'abord un pré-accélérateur, mais qui est exclusivement dédié à ce qu'on appelle chez nous les pays de l'élargissement, en anglais le widening. Et donc pour la France, c'est la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, etc. Et là, on est dans ce qu'on appelle un instrument de pré-accélérateur. Donc c'est fait plutôt pour des entreprises qui sont situées au TRL 4-5. Et puis enfin, il y a un tout nouvel instrument dont je dirai un mot tout à l'heure qu'on appelle le STEP, Scale Up, où là, c'est exclusivement un volet investissement très important, puisque vous voyez que ça peut aller de 10 à 30 millions d'euros. Et même chose, on est sur du monodéposant, donc PME ou start-up de moins de 500 employés. Et il n'y a pas véritablement de contraintes sur le niveau d'entrée de l'échelle TRL. Toutefois, comme on est dans la scalabilité, on peut s'attendre à ce que ce soit à peu près le même niveau de TRL que l'IIC Accelerator, c'est-à-dire plutôt rentrer au TRL 6, en tout cas pour la brique principale. Voilà, je te repasse la main pour la suite. Oui, 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 oui. Et bah, du coup, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous présente rapidement la petite équipe du PCN EIC Pathfinder et Transition. Nous sommes un coordinateur 100% au MESR, au ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche, Gregorio Munoz-Abad, moi-même et mon collègue Laurent Vol, mis à disposition à 40% de notre temps. N'hésitez pas à prendre contact avec nous avec notre adresse générique et à suivre notre page LinkedIn commune avec les collègues du PCN EIC Accélérateur. On fournit un accompagnement typique pour le PCN d'information, d'accompagnement aux réponses aux questions, de positionnement des projets, voire de préparation pour les coordinateurs des transitions, des projets Pathfinder Open, etc. Donc, premier instrument que je vous présente, le IC Pathfinder. La cible principale, voilà, c'est important de le savoir, ce sont les laboratoires, typiquement, les organismes publics de recherche, les universités, etc. Mais la présence, la participation, pas du tout marginale, mais vraiment active à la construction du projet des entreprises, notamment des startups, voire des spin-offs de laboratoires ou des SMI très innovantes, est attendue et est un élément essentiel du succès dans les projets Pathfinder, aussi bien sur le volet open, bottom-up, ou sur les appels challenge. Donc, que les entreprises ne se sentent pas du tout excluses, voire c'est l'élément qui fait souvent la différence entre un projet gagnant et pas gagnant sur le Pathfinder. Il est important pour moi de mettre l'accent sur la philosophie qui est la même pour les Pathfinder Open ou pour le Pathfinder Challenge de ce programme. Donc, l'idée est de financer des projets qui proposent une vision à long terme, on va dire un rêve d'innovation, de développement d'une technologie très disruptive qui a le potentiel d'impacter l'économie, la société, l'environnement de façon positive et importante. Donc, ce sont des projets qui proposent souvent une approche de méthodologie, de points d'attaque très high risk, high gain, on dit. Donc, ce sont des projets qui sont très risqués, d'innovation de frontières, avec une forte dimension de deep tech, qui est un peu ce qui accomune tous les projets de l'EIC, et qui permettent à la fois d'établir
les fondations de la technologie ambitionnée. Donc, on est encore sur des TRL bas. C'est une technologie qui nécessite encore de l'étude de la recherche fondamentale et de la recherche fondamentale de très haut niveau, de frontières. Typiquement, donc, ce sont des partenaires, des participants au projet Pathfinder qui font l'état de l'art dans le domaine, mais des projets aussi qui doivent faire le pont entre la science et le développement de cette technologie. Donc, qui doivent voir monter jusqu'au TRL 3, voire 4, la technologie dont on a la vision dans le projet, et qui donc doivent proposer, arriver à une preuve de concept de cette technologie. Il est donc, on comprend tout de suite l'importance de partenaires, notamment entreprises, qui permettent de maximiser la valorisation des résultats issus de ce projet Pathfinder, et qui se veulent donc les projets Pathfinder, dans l'idée de cette vision à long terme, des projets qui ne restent pas dans un tiroir, des projets qui donnent suite à d'autres projets après, donc à une valorisation forte des résultats après le projet, et donc à la mise en place dès le projet Pathfinder d'une stratégie claire, forte et partagée entre les partenaires, une stratégie de valorisation des résultats qui soit bien définie. D'où, encore une fois, l'importance de la partie impact, de la présence d'entreprises qui permettent la valorisation des résultats. Tout ça se retrouve bien sûr dans les caractéristiques des projets gagnants, dans les critères d'évaluation sur lesquels je vais passer très très rapidement par la suite. Il y a donc, vous l'avez compris, deux approches. Une approche blanc, EIC Pathfinder Open, c'est des projets uniquement partenariales sur un projet de taille, on va dire, d'environ 3 millions d'euros, durée entre 3 et 5 ans. La prochaine deadline est très proche parce que c'est dans moins d'un mois, donc le 21 mai 2025. Ce qui est bon à savoir, c'est que c'est un appel à projet qui revient tous les ans, à peu près de manière stable. Donc, les principes restent les mêmes. C'est un appel blanc. Donc, l'année prochaine, typiquement en début d'année, au mois de mars ou au mois de mai, il y aura une autre deadline Pathfinder Open. C'est pour vous permettre de vous projeter par la suite. Deuxième approche, le IC Pathfinder Challenge sur des défis bien ciblés. Donc, ce sont des projets qui peuvent aussi être monobénéficiaires, mais c'est très rare, il faut le savoir. La prochaine date limite de dépôt pour les Pathfinder Challenge est octobre 2025. Donc, là, c'est potentiellement un appel pour lequel de se positionner maintenant, c'est un bon timing, on va dire, par rapport à la deadline. C'est une taille de projet de 4 millions d'euros environ, donc à peu près comparable au Pathfinder Open. En 2026, il y aura encore une fois des appels Pathfinder Challenge, mais sur des thématiques différentes de celles de cette année. Et bien, les thématiques de cette année, il y en a 4. J'ai mis en rouge les 2 appels qui pourraient être plus intéressants pour la communauté rassemblée aujourd'hui par ce webinaire, à savoir donc le premier, Biotech for Climate Resilient. Là, il y a une... Biotech for Climate Resilient Crops and Plant-Based Biomanufacturing, pardon, oui. Donc le premier. Et le quatrième, Waste to Value Devices, Circular Production of Renewable Fuels, Chemicals and Materials. L'intitulé de ce deuxième pourrait ne pas vous parler trop, mais je pense que ça peut aussi vous intéresser. Ce qui est important à savoir sur cette approche Pathfinder Challenge, c'est que l'écriture, enfin, on va dire, ces challenges sont établis et gérés par des programme managers qui ne sont pas des project officers, tout simplement, ce sont des personnalités, on va dire, scientifiques et du monde économique dans le domaine, qui donc rédigent l'appel et pour chaque appel, les 6 ou 7 projets sélectionnés vont composer un portfolio de projets qui sera géré de manière homogène et sur une feuille de route commune par le programme manager afin de répondre au grand objectif du défi, du challenge en lui-même.
c'est quand même des notions importantes à appréhender si on se positionne sur un appel de type Pathfinder Challenge, parce que ça a des impacts forts dans la construction du projet, dans le positionnement scientifique du projet. Je vais juste vous passer très rapidement l'objectif des deux challenges que j'avais envie de souligner pour vous. Le premier, donc, le Biotech for Climate Resilient Crops and Plant-Based Biomanufacturing, a comme grand objectif d'améliorer les voies d'adaptation pour la production de cultures résistantes au changement climatique ou développer des méthodes alternatives pour produire des ingrédients à haute valeur ajoutée dans des cultures ou plantes particulières. Donc, c'est l'adaptation des cultures au changement climatique, voire l'amélioration du profil nutritionnel des cultures. Ça, c'est un peu les deux focus du challenge. Vous aurez les liens pour en savoir plus dans chaque diapo. Sur le quatrième, effectivement, il s'agit d'explorer des solutions innovantes. Donc, le Waste to Value Devices, c'est l'exploration de solutions innovantes pour transformer les déchets en ressources valorisables et donc remplacer les matières fossiles par des alternatives durables avec un focus sur les déchets difficiles à recycler. Et donc, c'est par exemple aussi la création de cellules artificielles pour la production, pour des applications de biotechnologie, des systèmes cellulaires pour décomposer les déchets, etc. Je ne connais pas tous les profils présents aujourd'hui, mais ça pourrait être aussi intéressant pour certains d'entre vous. Ici, je détaillais quelque chose un petit peu sur les programmes managers, mais je vais passer très vite. Le processus d'évaluation des projets Pathfinder est basé sur une évaluation à distance par des experts scientifiques du domaine disciplinaire du projet. Ce n'est pas des personnes de la commission, ce sont des experts soit du secteur public, soit du secteur privé qui évaluent le projet. Et l'évaluation ensuite passe un peu à la moulinette du comité d'évaluation pour l'interclassement ensuite. Les critères reflètent le principe que je vous ai illustré sur les Pathfinder. À savoir, c'est un programme, le Pathfinder, qui reste compétitif. Ici, les résultats sur le Pathfinder Open. En France, on est plutôt bon, mais en moyenne en Europe, on passe du 7 à 4% cette année. Pour la France, on est sur du 6% de taux de succès cette année. Je passe les exemples que vous aurez. Est-ce que j'ai le temps de dire quelques mots sur le transition ? On vous les accorde, pas de souci. Oui, j'ai vu apparaître Nicolas. Donc, je pense que le deuxième instrument sur le transition peut être intéressant. Il s'agit de financer donc le transfert de technologies vers le marché, à savoir 50% des lauréats sont des PME, spin-off, start-up issus de laboratoires, etc. Donc, ça peut, encore une fois, être intéressant. Il s'agit donc, l'objectif de cet instrument de financement est transformer la recherche en innovation et soutenir à la fois le développement technologique, mais aussi toute la partie de maturation sur le volet de côté, on va dire, marché, business du projet et du développement technologique. C'est deux grandes parties. Il n'y a pas que la recherche à financer, il n'y a pas que le côté marché, montée intérêt, c'est les deux qui vont être financés au sein d'un projet de transition. Il est important, là effectivement on a une espèce de checklist pour savoir si le lycée transition est fait pour vous. J'arrive tout de suite au cœur de cette diapo qui est le dernier point. Le lycée transition vise à maturer, à monter un TRL des résultats issus de projets éligibles. Ce n'est pas n'importe quel projet qui se situe entre les TRL 3, 4 et 5, 6. C'est des projets qui visent la maturation de résultats issus de projets éligibles. Il y a toute une liste. Ce sont donc typiquement les projets issus des résultats issus de projets financés par Horizon Europe, par Horizon 2020, typiquement par le Pathfinder, par les clusters du pilier 2, si ça vous parle, et par d'autres projets collaboratifs. Ce sont des projets qui peuvent être monobénéficiaires ou sur des petits consortiums. La prochaine deadline est en septembre de cette année.
Voici donc le principal critère d'éligibilité est d'avoir des résultats qui sont éligibles issus de cette liste de projets qui vient tout juste d'être publiée. Donc là, le lien à venir, je vais mettre à jour ce matin. Voilà, on a trouvé le lien avec la liste des projets éligibles. Il n'est pas nécessaire d'être membre du consortium desquels les résultats sont issus. Il suffit, entre guillemets, d'avoir l'autorisation d'exploiter les résultats issus de projets éligibles. Ça, c'est bon à savoir. On a déjà vu des projets financés en France sur ce principe. Donc, il y a 2 étapes d'évaluation. On évalue la proposition écrite et il y a une étape d'interview. Les critères sont les critères classiques avec adaptation des sous-critères. Le taux de réussite varie beaucoup, mais on est sur du 10-12% de taux de réussite pour les projets transition. Et voici 2 exemples en lien avec les thématiques des participants au webinaire d'aujourd'hui. Juste si jamais il y a des partenaires publics, des organismes publics parmi vous, les entités publiques françaises sont éligibles à un soutien de l'ANR pour monter des projets en coordination. Si vous voulez vous en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions. Les liens utiles avant de passer la parole à Carole. N'hésite pas à prendre la main sur le diaporama, Carole, et à me dire s'il y a des soucis. Merci Chiara. On peut éventuellement prendre une question Voilà, c'est ça, spécifiquement ce que par j'allais rapport dire, à ce que Oui, dit, aussi, effectivement. Chiara. J'ai je n'en appris vois à la pas dans vitesse le- de la lumière trop vite. Oui. J'imagine qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Le soutien de l'ANR est disponible pour le UIC, l'UIC, j'imagine Pathfinder aussi. Point d'interrogation. Le soutien de l'ANR. Alors, c'est dans le cadre de projets donc collaboratifs, lequel le coordinateur serait une entité publique française. Ça, c'est l'MRSEI. Donc, je remets la diapo, du coup, ça peut être utile. Ah non, on a arrêté le partage, mais du coup, c'est effectivement des propositions coordonnées par une entité publique française qui vise donc typiquement le Pathfinder Open ou le Pathfinder Challenge. Ça peut être aussi le Transition sur un petit consortium. Et donc, c'est un soutien qui permet un petit financement de 35 kg € pour renforcer le réseau scientifique, des frais d'émission, de réunion, pour globalement aider au montage du projet. Il y avait une question supplémentaire de Véronique Raoul, précisant effectivement les projets. Il y a ici transition, a priori, doivent être issus d'un projet EIC Pathfinder. Pas uniquement, il y a toute une liste de projets éligibles. Les résultats peuvent être issus de l'EIC Pathfinder, bien sûr, mais aussi de projets Horizon 2020 FET Open. Les projets FET Proactive, FET Flagship, c'est à l'époque d'Horizon 2020. Aussi, certains projets Horizon 2020 du pilier 2 et 3, donc c'était la leadership industrielle et les défis sociétaux. Les piliers 2 d'Horizon Europe, donc les clusters, par exemple le cluster 6 ou le cluster santé, etc. Ça peut être aussi des projets financés par le European Defence Fund et aussi, c'est une source de beaucoup de réussite, les projets ERC Proof of Concept. C'est des projets plutôt issus du monde académique, on va dire. En tout cas, on est bien dans une continuité d'actions déjà financées préalablement. Oui, effectivement, il s'agit là pour de financer. financer la montée en TRL, la valorisation de résultats issus de projets précédemment financés par la Commission européenne, globalement. Merci beaucoup pour cette réponse. Je propose qu'on enchaîne directement avec l'intervention de Carole sur la partie ici Accelerator. Et puis on gardera de toute façon un espace de questions-réponses pour plus tard. Carole, c'est à vous. OK. Eh ben, super, merci beaucoup. Donc, voilà, l'IA Accelerator, donc, vous l'avez compris, à travers ce Conseil européen de l'innovation, la Commission européenne cherche à financer véritablement
tout le cycle de l'innovation qui va vraiment de la recherche amont, comme vous l'a présenté Chiara, jusqu'à la mise sur le marché et j'ose même dire jusqu'au déploiement sur le marché, notamment avec cet instrument donc de l'IIC Accelerator. Alors, comme je n'ai que 15 minutes, je vais aller assez vite dans la présentation et on avait prévu avec Nicolas et Chiara qu'il y ait plus des échanges avec l'auditoire, donc je vais aller vite. Et donc, n'hésitez pas à me poser vos questions après. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'IIC Accelerator? C'est une révolution dans le soutien, notamment du financement à l'innovation européen. Pour la première fois dans l'histoire du programme cadre, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire du programme cadre comme moi, le programme cadre est apparu il y a 40 ans. Donc, ça fait 40 ans qu'on fait de la recherche collaborative. Et pour la première fois, l'Europe va s'adapter à la maturité du bénéficiaire, à là où il en est de son cycle de l'innovation et ce dont il a besoin pour poursuivre sa croissance. Et c'est pour ça que vous allez trouver dans l'IIC Accelerator ce fameux financement mixte dont je parlais tout à l'heure. En anglais, on parle de blended finance, c'est-à-dire à la fois un volet subvention pour dérisquer encore votre technologie entre le TRL 6 et le TRL 8, et puis un volet investissement qui peut donc aller jusqu'à 10 millions d'euros pour pouvoir justement assurer cette croissance, assurer cette scalabilité finalement de votre entreprise. Et puis, comme nous sommes dans cette révolution, l'Europe a décidé de mettre en place ce qu'elle appelle de la smart money, ou autrement dit, traduit en français, de la monnaie intelligente, ce qui ne veut pas dire grand-chose, en offrant aussi ce qu'on appelle des BAS, des Business Acceleration Services, c'est-à-dire en plus du volet financement, de vous accompagner dans cette phase de croissance et de scalabilité, de vous aider finalement à rentrer en contact avec, par exemple, des grands donneurs d'ordre, notamment des grands groupes qui vont vous permettre d'accéder au marché, en vous permettant d'avoir du coaching, en vous permettant de rencontrer aussi des investisseurs, en vous permettant d'avoir un impact très fort des financements européens, notamment pour vous aider à sécuriser votre propriété intellectuelle, etc., etc. Donc, de la sub, de l'investissement, donc en equity ou en quasi-equity, il pourra y avoir dans certains cas des obligations convertibles et donc des services d'accélération. Un budget extrêmement conséquent sur l'IIC Accelerator, puisque vous voyez, c'est plus de 680 millions d'euros pour cette année 2025. Donc, on joue, si je puis me permettre l'expression, vraiment dans la cour des grands, avec, comme l'a présenté Chiara et comme on le voit dans le Pathfinder, un volet open, c'est-à-dire c'est à l'initiative de l'innovateur qu'il présente le sujet qui lui semble intéressant. Et puis, en même temps, il faut aussi que l'Europe soutienne des technologies qui lui paraissent importantes pour l'avenir de notre continent. Et notamment, il y a une notion dans cette IIC globale, mais en particulier IIC Accelerator, il y a une forme de notion d'autonomie stratégique, de souveraineté, qui va permettre en fait à notre continent de mettre l'accent sur un certain nombre de thématiques. Et donc, pour vous, si je puis dire, il y a une thématique de système de production alimentaire à faible émission basée sur la biotechnologie. Donc, si vous êtes dans ce domaine-là, eh bien, sachez que vous aurez une thématique précise. Mais si vous n'y êtes pas, vous l'avez compris, il y a des appels ouverts avec quand même 384 millions d'euros. C'est assez conséquent. Qui peut participer? Donc, ce sont des startups, des spin-offs, des spin-out, des PME qui répondent à la définition jusqu'à 500 employés. Il faut impérativement que votre projet soit arrivé au TRL 6, c'est-à-dire que vous avez le démonstrateur, vous avez le pilote, et puis je vous ai mis les liens vers tous les types d'échelles qui existent. Donc TRL faisant partie d'un pôle de compétitivité, vous connaissez. C'est vrai que parfois cette échelle TRL, qui pour l'histoire a été inventée par la NASA en 1969, c'est vrai que dans certains secteurs, on a du mal à voir à quoi ça correspond. Donc, je vous ai mis toutes les échelles qui existent et bien sûr, on pourra en discuter. On est très deep tech dans l'IIC, très deep tech aussi dans l'IIC Accelerator. C'est quelque part un petit peu la dernière marche quelque part pour faire de votre startup une scale-up et puis on l'espère peut-être un jour une licorne. Donc, on est vraiment sur des liens. Souvent, les projets déposés dans le cadre de l'IIC Accelerator ont été développés avec la recherche académique. Souvent, vous avez
d'ores et déjà bénéficier de tous les financements à l'innovation qui existent dans notre pays, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Alors, je vois que c'est faux, c'est pas aussi si Bourse French Tech, c'est bon. Aide au développement d'e-tech, iLab, iNov, ERC, etc. Vous avez peut-être même d'abord fait un EIC Pathfinder avant de passer à l'EIC Accelerator. On est clairement sur des projets high risk, high gain ou high risk, high potential, comme on dit en anglais, c'est-à-dire véritablement des projets risqués. Et il faut trouver cette ligne de crête entre mon projet est risqué et il est suffisamment risqué pour que la puissance publique, qui est la Commission européenne et les ISMEA, mettent quelque part au pot, et en même temps cette attractivité qui va faire que votre projet, quelque part, est un petit peu vendable parce que, évidemment, le marché vous attend. Et puis, on est donc sur des projets avec des besoins financiers extrêmement importants. Et évidemment trop risqués pour que des investisseurs mettent, si je puis dire, seuls au pot. On a 3 modes de financement dans l'EIC Accelerator. D'abord, ce qu'on appelle le grant only, c'est-à-dire la subvention seule. Vous savez déjà, dans ce cadre-là, comment vous allez financer votre scalabilité, votre mise sur le marché, votre commercialisation. Et il faudra prouver dans votre proposition de projet que vous avez déjà des investisseurs qui sont prêts à investir une fois que vous aurez dérisqué votre technologie entre le 6 et le 8. On a donc le fameux blended finance, j'y reviens pas, et on a également l'equity only. Donc c'est fait là pour des entreprises très matures qui sont peut-être déjà arrivées au TRL 7 voire TRL 8 et qui ont juste besoin d'accélérer, mais on reste évidemment sur des forts projets d'innovation de rupture. Un point très important, l'EIC sera toujours dans du co-investissement. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, à un moment donné du parcours de sélection de l'EIC Accelerator, que vous leviez des fonds. Et souvent, d'ailleurs, l'EIC n'est pas le lead investor, il est souvent suiveur. Comment ça se passe? Il y a 3 grandes étapes de sélection dans l'EIC Accelerator. D'abord, ce qu'on appelle une proposition courte, donc une short proposal. C'est ouvert tous les jours de toute l'année. Vous déposez un petit dossier de 12 pages avec un pitch deck de 10 slides, une petite vidéo de 3 minutes. Vous allez être évalué par 4 évaluateurs. Il suffit que 3 évaluateurs sur 4 disent oui pour que votre projet soit éligible pour passer la seconde épreuve de sélection qu'on appelle une full proposal. Donc là, c'est un dossier beaucoup plus conséquent, 50 pages, un pitch deck, une vidéo, évidemment un plan financier, votre cap table, ce qu'on appelle le FTO, donc le fameux Freedom to Operate, c'est-à-dire est-ce que il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle qui pourrait vous empêcher de mettre évidemment l'innovation sur le marché, des lettres évidemment de soutien, soit de grands groupes qui seraient prêts à acheter votre solution, soit de co-investisseurs qui seraient prêts à cofinancer avec l'Europe cet investissement. Et cette fois-ci, il faut qu'il y ait 3 évaluateurs sur 3 qui disent go pour que vous soyez admissible à la 3e épreuve de sélection qui est un pitch de 10 minutes et 35 minutes de questions-réponses. Nous avons actuellement 106 lauréats. Nous sommes le premier pays européen dans cet instrument de l'EIC Accelerator. Donc, pour une fois, j'allais dire cocorico. Vous voyez que nos taux de succès sont meilleurs que la moyenne européenne, que ce soit pour la short proposal ou que ce soit pour la full proposal accompagnée, donc vous l'avez compris, d'un pitch. Vous voyez aussi que les tickets moyens sont conséquents, notamment au niveau européen, puisqu'on est à 6,7 millions d'euros, mais vous voyez que pour la France, c'est encore plus haut, puisqu'on est à 8 millions d'euros. Je vous ai mis bien sûr le lien vers l'ensemble des lauréats. Alors avec Gorka Gorazureta, qui est le coordonnateur du PCN EIC Accelerator, on a essayé de regarder s'il y avait un profil type du lauréat français. Ne prenez pas non plus ces chiffres pour acquis, mais ça donne quand même un petit peu une idée. On est plutôt sur des entreprises qui ont 5-6 ans.
sachant qu'on a des lauréats qui ont 2 ans d'existence et qui ont gagné l'EIC Accelerator. Donc encore une fois, les moyennes et les chiffres sont quand même à manipuler avec beaucoup de précautions. On est plutôt sur des boîtes de 10-15 employés, mais là encore, j'ai des cas particuliers avec des entreprises de 6-7 personnes qui ont gagné. On est par contre là, je confirme, sur des liens très forts puisqu'on est sur de la deep tech. Donc souvent, il y a eu des liens extrêmement forts avec la recherche académique. Souvent, comme je le disais, les lauréats ont d'ores et déjà gagné tout un tas d'aides publiques et souvent, les lauréats avaient d'ores et déjà levé des fonds auprès de business angel ou même parfois auprès de VC. Voici les lauréats qu'on a pu avoir en France dans votre domaine, donc agri, agro, bio. On a un petit peu tout mis ensemble. Donc, je ne vais pas vous les décrire, mais vous aurez les slides et je suis certaine qu'il y a des logos qui vous disent quelque chose, dont Elicit Plant qui va témoigner dans un instant. On a essayé aussi avec Gorka, en préparant cette intervention, de voir s'il y avait des spécificités dans votre domaine. Alors, on s'aperçoit d'une chose dans votre domaine, il y a vraiment une priorité très forte sur l'aspect disruptif qui est attendu. On voit aussi qu'on vous demande beaucoup de justifier les choses, de rassurer, de donner des métriques, notamment en certifiant l'ensemble des impacts que vous annoncez. Il faut aussi que vous soyez assez en lien avec les grandes politiques européennes. Donc, évidemment, dans votre domaine, on pense tout de suite à la politique du Green Deal, mais on pense aussi à la politique du Fit for 55, qui est une politique, en fait, une politique européenne qui, en fait, dit que finalement, il faut avoir un impact où il faut qu'il y ait 55% de réduction des gaz à effet de serre à horizon 2030. Vous êtes aussi dans des marchés très fragmentés, souvent à l'échelle européenne, et donc il faut un petit peu que vous expliquiez comment vous allez gérer cette histoire de réglementation qui finalement vont être différentes d'un pays à l'autre, mais n'oubliez pas que même si vous êtes en monobénéficiaire, vous postulez pour une aide européenne et donc il faudra évidemment qu'à un moment donné, entre guillemets, vous inondiez le marché européen. Les réglementations se sont durcies, donc là aussi, il faudra que vous soyez très convaincants. Et puis enfin, comme vous le savez, nous sommes dans une ère géopolitique extrêmement compliquée en ce moment, et notamment si vous avez besoin d'obtenir, je dis n'importe quoi, des matières premières dans d'autres pays, il faudra bien expliquer comment vous allez sécuriser les voies d'approvisionnement et puis aussi comment vous comptez faire pour produire ou distribuer. Juste un mot sur l'EIC Step Scale Up, pour dire donc que c'est un tout nouvel instrument qui est là finalement pour assurer la souveraineté et l'autonomie stratégique de notre continent. Il y a notamment 2 thématiques que j'ai mises en rouge qui peuvent vous intéresser. Par contre, là, on est vraiment sur des investissements très conséquents puisque vous voyez qu'il n'y a pas du tout de subvention. On est entre 10 et 30 millions d'euros d'investissement. Et surtout, il faut être capable, quand on postule à l'instrument STEP, d'être capable de montrer que vous allez pouvoir lever de 3 à 5 fois ce que vous demandez. Donc, on est vraiment sur une très, très forte scalabilité. C'est tout nouveau, donc il y a eu les premiers lauréats qui viennent d'arriver dans ce step. Je vous ai mis les logos, comme vous pouvez voir. Alors, on est très fiers parce qu'il y a eu 7 lauréats, 3 Français, donc ça veut dire que là encore, on est numéro 1. Mais vous voyez que les thématiques, en tout cas dans cette première relève, étaient très orientées vers le quantique, semi-conducteur, intelligence artificielle. Mais voilà, ça peut peut-être vous inspirer dans votre domaine pour que vous soyez les premiers lauréats. Comme Chiara, alors nous, on nous appelle pour la blague les accélérés. Voilà, donc nous sommes 6. Donc Gorka, qui est notre coordonnateur 100% ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Moi, je partage mon temps entre le ministère et je dirige à l'ANRT, qui est l'Association nationale de la recherche et de la technologie, le service Europe, Innovation et Compétitivité. Jérôme Billet, qui est dans la même situation que moi, lui, il est DG de l'ASRC de France Innovation. Et nous avons également
3 personnes donc de BPI France. Je ne présente pas BPI France, tout le monde connaît BPI France. L'accompagnement que nous vous proposons, vous l'avez compris, on répond à vos questions, on regarde si vous êtes bien dans la cible de l'IIC, on vous aide notamment à faire des pitchs blancs pour vous entraîner dans la dernière épreuve de sélection et nous participons également à des ateliers de relecture, notamment si la région dans laquelle vous êtes issu organise ces ateliers. Et puis enfin, nous faisons aussi beaucoup de monitoring de la situation des lauréats, puisque vous l'avez compris, cet investissement peut aller jusqu'à 14 ans. Donc l'IIC peut rester présent au capital de l'entreprise jusqu'à 14 ans. Donc ça nécessite quand même qu'on monitore la situation, puisque l'investissement, c'est pas comme de la subvention. Il faut suivre un petit peu tout ça de près. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue et je départage mon écran. Merci Carole. Moi, je note effectivement que vous proposez un service d'accompagnement très amont finalement, d'aider quand une entreprise ou un laboratoire finalement a une idée de projet, on peut venir vous voir, challenger un peu l'idée, et vous pouvez donc tout de suite dire est-ce que ça colle pas, est-ce que c'est prometteur, les choses qui sont améliorées sans doute. Je note aussi des pitchs blancs aussi, mais on en avait parlé lors de la préparation. Pitch blanc, appartement, c'est organisé aussi dans le cadre, à l'échelle régionale, c'est ça, si j'ai bien compris? Non, les pitchs blancs, c'est nous qui les organisons. Donc, pour le dernier appel de l'IIC Accelerator, donc les points de contact nationaux, donc nous 6, sur l'accélérateur, on a organisé 47 pitchs blancs. Voilà, donc on fait que ça toute la journée pour essayer d'entraîner au mieux on l'espère, futurs lauréats français. C'est vraiment intéressant. Et puis, par contre, des ateliers de relecture qui sont à organiser plus effectivement avec l'écosystème local. Ouais, d'accord. Voilà. Ça, c'est bon à savoir. J'ai noté dans les présentations, il y avait une définition de la SME moins de 500 personnes. Oui. D'habitude, c'est plus de 250. Donc là, c'est spécifique à l'IIC ou... Alors, en fait, on reste sur la définition de la PME, sauf pour le nombre d'employés. Donc, je m'explique. Sont éligibles les entreprises de moins de 500 personnes, mais pour ce qui concerne le chiffre d'affaires ou le total de bilan, on reste sur la définition de la PME de moins de 249. Donc, c'est un petit peu un mix, donc c'est-à-dire sont éligibles moins de 500 personnes, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou moins de 43 millions d'euros en total de bilan et surtout ne pas être détenu pour plus de 25% par une entreprise qui ne serait pas considérée comme une PME. Donc, autrement dit, les filiales de grands groupes sont exclues évidemment de l'IIC Accelerator. Il y avait une question de Véronique sur comment vous définissez la différence entre un démonstrateur et un pilote. C'est grosso modo la même chose. J'emploie les deux termes, mais grosso modo, ça veut dire que vous avez finalement un pilote ou un démonstrateur qui fonctionne en conditions, j'allais dire, proches de la réalité. Écoutez, à ce stade, donc c'est très clair. Donc là, on a eu la théorie entre guillemets, et donc on va avoir le retour de Magdalena Koutnik de Ellicid Plant. Donc Ellicid Plant, qui est une entreprise qui est située en Charente, qui s'intéresse à mais là je parle sous contrôle de Magdalena, un produit de biostimulation, en tout cas, qui permet de renforcer la résistance à la sécheresse, notamment des plantes. Donc vous avez été lauréat de l'IIC Accelerator en 2022 et en fait votre projet se termine. Vous aviez un projet relativement court et votre projet se termine. Donc c'est intéressant de voir comment vous avez vécu ça de l'intérieur. Magdalena, si vous voulez bien... Je ne vous vois pas. Je ne sais pas si vous êtes... Ah oui, vous êtes là, voilà. Non, j'ai activé ma caméra et mon micro. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous voit et on vous entend très bien. Est-ce que vous voulez bien nous donner, vous présenter rapidement, effectivement, et puis nous expliquer un peu votre vécu de l'IIC Accelerator, de votre projet. Oui, juste pour rappeler le contexte, donc moi je suis responsable de la partie R&D à Ellicid Plant. J'ai rejoint la société en septembre 2022, donc je suis vraiment arrivée entre la phase 1 et la phase 2 d'évaluation de dossier, donc j'ai pas connu les toutes premières phases en fait du montage de l'EIC. Moi je viens plutôt de la filière bois-forêt, dans laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans avant de rejoindre l'entreprise. Ellicid Plant existe depuis 2017.
Juste peut-être pour camper des éléments de contexte par rapport à notre démarche de demande de l'IIC. Au moment en fait du premier dépôt de la demande, nous étions à peu près donc on va dire 25 personnes dans l'entreprise en juin 2022 et au moment où nous avons eu la notification de l'obtention du financement en décembre, nous étions passés à une cinquantaine de personnes. Et c'est important de donner ce contexte parce qu'on était vraiment en phase de structuration, de croissance de l'entreprise, de structuration des activités. Donc en fait, on a superposé un démarrage d'un programme EIC à vraiment une montée en puissance de toutes les activités de l'entreprise. Et c'est important pour la suite de ce qu'on va discuter parce que cette structuration euh, interne, mise en relief de la structuration finalement qui ensuite est imposée par le programme IIC lui-même, euh, qui va nécessiter voilà, des éléments de reporting, des éléments de suivi, n'a pas été simple à gérer. Enfin, je pense qu'on en reparlera plus en détail. Donc, on a réellement démarré notre programme IIC au 1er mars 2023. Donc, le programme officiellement s'est terminé au 1er mars 2025. Et là, nous sommes en train de finaliser donc la rédaction des livrables, les reportings qui sont attendus pour le 30 avril. Donc, on est vraiment voilà, sur les toutes dernières étapes de restitution du programme. Tu peux nous repréciser le montant que vous aviez demandé en Alors, nous R&D, en avions subvention et demandé, capital? Ouais. oui, alors on avait demandé et obtenu 2,5 millions pour une enveloppe globale de budget de programme qui avait été estimée de l'ordre de 10 millions. Sachant qu'en fait, notre programme, on avait une partie de R&D qui était assez restreinte par rapport au programme global, car nous étions déjà sur des TRL hauts. Donc, en fait, toute une partie du programme était plutôt destinée à du pré-lancement de produits, à l'accès au marché de produits. Donc, on avait une part R&D, on va dire, un peu plus modeste que peut-être certains programmes, et 5 millions en equity. Et je peux vous demander avec qui, enfin, vous avez monté le projet vous-même, vous avez fait appel à un cabinet spécialisé? Alors, nous avons été accompagnés par un consultant, un cabinet spécialisé. Et je rebondis vraiment sur ce que disait Carole Miranda. C'est essentiel de se faire accompagner alors, par tous les moyens possibles pour vraiment construire un dossier on va dire, crédible, bien monté. Donc, cette phase d'accompagnement, elle est essentielle. Elle ne doit absolument pas être sous-estimée par les candidats. Et vous avez sûrement bénéficié aussi de l'aide, je crois que c'est BPI France qui fournit une aide sur le montage de projets, enfin qui prend à charge 50% des frais de montage de projet par les cabinets, sauf Oui, erreur oui, de on ma a été part. accompagnés par BPI France aussi, effectivement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la partie montage, parce qu'on a vu que c'est quand même un montage en 3 étapes. Mm, mm, Alors, ce qui est bien, c'est que c'est en 3 étapes, parce qu'effectivement, bah, on n'est pas obligé de faire une grosse proposition d'entrée de jeu, et donc mm, mm, voilà, mm. ça c'est un point important. Et puis après, la partie gestion de projet en elle-même, donc voilà, comment ça se passe? Est-ce que c'est exigeant aussi? Est-ce que ça vous a demandé un travail supplémentaire par rapport à ce que vous faisiez d'habitude? Est-ce que finalement on est sur la gestion d'un projet européen, je dirais comme d'habitude, hein, bon, avec toute l'exigence que ça représente, mais finalement quand on a l'habitude, quand on est structuré, bah, voilà, ça fonctionne. Ou est-ce qu'on est sur des mécanismes très, très pointilleux? Bon, on connaît certains dispositifs européens dont je ne citerai pas le nom, qui sont extrêmement pointilleux. Faut fournir des preuves, il faut fournir des devis, choses comme ça. Parfois, c'est un peu lourd. Voilà, quel est votre retour d'expérience par rapport à tout ça? Alors, c'est un programme exigeant, mais j'allais dire comme tous les programmes européens, qui sont quand même globalement exigeants sur le suivi, sur le reporting, voilà, sur la rigueur de compilation des éléments qui permettent de justifier les avancements du projet, les dépenses générées, etc. Euh, c'est vrai que l'avantage dans notre cas de l'ISA Accélérateur, c'est comme nous étions monobénéficiaires, c'est beaucoup plus facile finalement de gérer un projet européen, un financement européen quand on est tout seul que lorsqu'on doit coordonner un consortium. Donc de ce point de vue-là, c'était, on va dire, plus facile que certaines expériences que j'ai pu avoir par le passé. Euh, Après, vous avez dit effectivement la bonne phrase. Quand on est structuré, c'est très gérable et c'est pas plus compliqué qu'un autre programme européen. Mais effectivement, il faut être prévenu du niveau d'exigence globale des programmes européens et il faut se structurer suffisamment en amont pour pouvoir mettre en place, on va dire, des éléments de suivi en interne qui ensuite vont faciliter la tâche. Donc c'est vrai que dans notre cas, ça a été compliqué au démarrage parce que nous étions, alors peut-être pas une si petite entreprise,
mais sur la partie, enfin, notamment du fait que le programme n'était pas qu'un programme R&D, autant, j'allais dire, souvent les équipes R&D sont habituées en fait à du suivi de programme R&D, à des restitutions, à du reporting. Mais là, on devait coordonner en fait des équipes qui travaillaient à la fois en R&D, en com marketing, des équipes plutôt commerciales, des équipes qui géraient des essais agronomiques à différentes échelles dans différents pays. Donc en fait, trouver un outil de suivi qui peut être finalement compris, pris en main, accepté par des gens avec des profils très différents. En fait, c'est ça qui a été assez compliqué au démarrage, c'est de trouver voilà, le bon niveau et le bon rythme de suivi, de reporting, d'implication des gens. Mais comme vous le disiez, voilà, une fois que tous les outils sont mis en place en interne, le système se fait bien. Et c'est vrai que pour nous, ça a été un grand avantage en fait d'avoir cette expérience au lycée, c'est que ça nous a obligés en fait à structurer vraiment nos activités internes, certainement plus vite qu'on ne l'aurait fait en dehors du dispositif IASI. Et globalement, si c'était à refaire, on le refait, enfin, le bilan positif, C'est un négatif. bilan extrêmement positif. C'est vrai que pour nous, ça a été un accélérateur. En fait, au moment où on a démarré le programme, Disciplinante avait positionné un premier produit sur le maïs en France. On avait une ambition de développer toute une gamme de produits et un portfolio de produits. Donc, le lycée nous a permis vraiment d'accélérer des expérimentations, de travailler sur du dépôt d'autorisation de mise sur le marché en Europe. Enfin, d'un point de vue, j'allais dire, visibilité et développement d'entreprise, ça a été un outil absolument extraordinaire. Donc, il a vraiment, voilà, il porte bien son nom d'accélérateur du Ouais. développement. Donc, les bénéfices, ils sont à la fois, voilà, au global pour l'entreprise, pour notre accès au marché, et comme je vous le disais, pour des aspects de structuration interne, voilà, de logique de suivi de programme. Donc, oui, si c'était à refaire, bien sûr, c'était une très belle opportunité. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, vous êtes plus de 80 personnes et Oui. vous exportez dans 19 pays, hein, si j'ai bien noté. Donc, Actuellement, il y a, voilà, on est présent dans 16 pays, 14 en Europe, plus les États-Unis, le Brésil. Alors, dans l'Europe, je compte l'Ukraine. Et ça depuis 2024. Donc finalement, voilà, on est parti d'un produit maïs en 2022. Actuellement, on a des produits qui sont autorisés alors sur 4 cultures, plus des extensions qui sont possibles sur d'autres cultures. On a accédé vraiment au marché européen en 2024. Et on est encore sur cette lancée. Donc les bénéfices de l'EIC voilà, continuent sur 2025 et certainement au-delà. On a pu réussir aussi une nouvelle levée de fonds fin 2024 dans un contexte assez difficile. Et là également, en fait, l'accélération qui a été possible par l'EIC nous a permis certainement plus facilement de réaliser cette belle levée de fonds. Alors, du coup, il y a deux questions juste de précision par rapport à votre budget, parce que vous avez parlé de 2,5 millions moi j'ai compris en En subvention, subvention. et 5 millions en equity. Mm. C'était ça. Donc 7 millions, parce que vous avez parlé aussi d'un budget de 10 millions d'euros En fait, ça, c'était, j'allais dire, les coûts estimés. au départ. Voilà. Mm. C'est ça, d'accord. Et on a parlé des services d'accompagnement, hein, ça a été souligné par Carole Miranda. L'accompagnement en termes de pays, en termes d'accès marché, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça, de ces services Euh, d'accompagnement? Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, on a eu vraiment l'accompagnement sur le montage du dossier, sur le suivi par un cabinet externe. Sur Mm. toute notre démarche de propriété intellectuelle. Là aussi, on se fait accompagner par des cabinets privés en France, aux États-Unis. Donc, on a une politique de brevet qui est assez forte et qui a fait partie d'ailleurs des éléments soulignés par les examinateurs au moment du dépôt de l'EIC comme un gage fort finalement d'innovation, enfin, au regard de notre technologie et de notre démarche de protection de notre technologie. Après, sur toute la partie accès au marché, j'avoue, je n'ai pas forcément tous les éléments. Donc, on travaille avec un réseau de consultants, d'agro-consultants qui nous accompagnent dans la réalisation d'essais agronomiques enfin, en Europe et ailleurs dans le monde. Mais là, on ne parle pas forcément de services apportés. Moi, j'avais compris des services apportés par la Commission européenne. Alors, peut-être que Carole ou Chiara, vous pouvez apporter un complément d'informations sur ces points-là par rapport à toute la partie coaching hein, que vous évoquiez. Ouais, Euh, absolument. Alors, ce que je peux dire, c'est que déjà entre l'étape 1 et l'étape 2, donc la short proposal versus la full proposal, la Commission européenne met à disposition de chaque entreprise 3 jours
Donc, au total, ça fait 3 jours, 3 jours d'accompagnement sur le volet dont l'entreprise a besoin. Typiquement, on peut penser, par exemple, effectivement, alors 3 jours, c'est peut-être pas suffisant, mais par exemple sur la propriété intellectuelle, et effectivement, Magdalena a raison de le souligner, ça fait partie des enjeux extrêmement forts de sélection, puisque je vais répondre à votre question, mais il faut bien que nos éditeurs comprennent une chose, hein, c'est que si on vous donne jusqu'à 12,5 millions d'euros, donc 2,5 en subvention et 10 millions d'equity, on veut être sûr que le cheval gagne la course. Pour qu'il gagne la course, il faut impérativement qu'il ait une propriété intellectuelle extrêmement bien protégée pour lui permettre finalement d'atteindre ce fameux marché. Parce que l'IIC, moi-même, je fais des abus de langage. L'IIC, et c'est bien arrivé dans le discours de Magdalena, est là pour financer des innovateurs et non pas des projets d'innovation. Donc l'IIC est là vraiment pour aider l'entreprise à croître et on l'a bien vu dans l'exemple des licites plantes. Donc ce fameux coaching de 3 jours, il est là pour aider l'entreprise sur ce qui lui semble être finalement le plus faible. Donc on a l'API. Par exemple, on a aussi des entreprises où pendant 3 jours, elles peuvent échanger par exemple avec un directeur achat d'un grand groupe, par exemple dans l'agroalimentaire, qui va l'aider finalement à mieux anticiper la façon dont elle pourrait vendre à un grand groupe industriel, par exemple, son innovation. On va aussi trouver des gens qui vont vous aider pour la recherche, par exemple, d'ores et déjà d'investisseurs. On va trouver, bref, tout un tas de choses. Donc ça, c'est le premier volet des fameux Business Acceleration Services. Pendant le parcours de sélection, vous avez déjà accès à cela. Et puis après, il y a les BAS, les Business Acceleration Services, quand on est lauréat. Donc là, c'est encore une autre dimension. On peut par exemple participer à ce qu'on appelle les EIC Corporate Days, qui sont en fait des journées où chaque start-up lauréate de l'EIC vient pitcher devant des grands groupes industriels européens pour finalement accéder au marché et faire en sorte que ce grand groupe achète un petit peu la technologie. Il y a beaucoup aussi de formations pour aider les entreprises à pitcher, notamment pour leur permettre de trouver des co-investisseurs. Il y a également aussi du mentorat, parce que là, on a l'air de dire qu'on passe de la start-up à la scale-up, à la licorne, comme si c'était une balade, hein, comme si c'était les vacances. C'est évidemment extrêmement compliqué pour une start-up de passer dans ces phases-là. Et souvent, ceux qui sont à la tête de ces startups ont besoin d'accorder leur violon. Donc, il y a aussi du mentorat qui est effectué par des chefs d'entreprise qui ont réussi ce passage de la startup à la scale-up. Voilà, je m'arrête là parce que la liste est tellement longue que je pourrais en parler des heures, mais je laisse à Chiara quelques mots pour le Pathfinder. Oui, c'est vrai que notamment pour les projets lauréats du Pathfinder Challenge, le programme manager accompagne et aiguille les lauréats sur tout un panel de formation à distance, en présentiel, tech to market services, entre autres, par exemple. Il y a énormément de formations qui sont destinées aux lauréats des EIC Pathfinder Challenges. Certains Pathfinder Open ont pu en bénéficier du moment où ils sont un peu intégrés dans un portfolio de challenge. Et des lauréats Pathfinder Open peuvent aussi en bénéficier en demandant. C'est typiquement des formations pour monter en compétences pour des chercheurs, typiquement, sur des compétences d'entrepreneuriat, on peut dire, de compétences de valorisation des résultats, de entrepreneuriat au sens très large, on va dire, du terme. Voilà, pour faire très, très court. Mais si ça intéresse, on peut approfondir ultérieurement par la suite même. Merci. Alors, la question qui se pose régulièrement, souvent nous on est confronté à des entreprises qui nous disent, bon bah voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Parce qu'effectivement, quand on voit les taux de succès, bon, c'est un peu effrayant. A priori, on se dit, bon, peut-être que je suis pas tout à fait prêt, je suis pas tout à fait
dans le profil idéal, et il y a toujours cette interrogation de savoir ce que ça vaut le coup d'y aller, parce qu'on sent quand même que c'est un investissement, je pense que ça a été confirmé par tout le monde, c'est un investissement personnel, mais c'est un investissement aussi de l'entreprise, de toute l'équipe de l'entreprise, hein, finalement, c'est ce que vous soulignez, Magdalena, c'est pas simplement le responsable R&D, c'est aussi la com, la stratégie d'entreprise, etc., le marketing. Il faut embarquer tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Je Alors, pense que oui, oui. oui, oui, oui. Pardon, Oui, Alors ça vaut Chiara. le coup d'y... Ouais, oui. allez-y. Je ne vais pas être très originale, bien sûr que ça vaut le coup ça vaut le coup d'y aller. Comment vous dire, je ne sais pas ce que nos entrepreneurs qui sont en ligne en pensent, mais 12,5 millions, moi je veux bien transpirer pendant quelques mois pour monter un projet. C'est pas un petit montant, 12,5 millions d'euros pour une start-up, hein. C'est pas un petit montant. Donc moi, je veux bien transpirer pour ce montant-là. Bon, c'est vrai que peut-être qu'à 500 000 €, j'ai pas envie de transpirer. Donc déjà, il y a quand même ce volet-là. Ensuite, il y a aussi le volet que, et Magdalena l'a très bien dit, la visibilité au-delà du financement, la visibilité que ça a pu apporter à Licite Plante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais très très bien le dossier des Licite Plante, mais des grands groupes européens, voire du monde entier, se ruent sur Illicit Plant. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est prêt à soutenir cette start-up. Donc oui, ça vaut le coup d'y aller. Après, effectivement, vous l'avez dit, Nicolas, il ne faut pas y aller si vraiment le PCN ou le consultant ou le pôle de compétitivité, qui quand même connaissent très bien ces instruments de financement, vous disent c'est trop tôt, vous n'avez aucune chance. Là, je suis d'accord qu'il ne faut pas y aller. Mais je vais peut-être Alors, laisser Magdalena et Chiara ouais, répondre, hein, parce que c'est un point qui n'a peut-être pas été abordé, mais les succès du premier coup sont plus rares. En général, non, en moyenne, c'est quoi? C'est 2 ou 3 soumissions avant de passer? Comment ça se passe là-dessus? Il n'y Et a ben pas de alors, règle. clairement, pour le Pathfinder, les chances augmentent un petit peu pour les resoumissions, notamment pour le Pathfinder Open. Je parle des resoumissions dans le cadre du Pathfinder Open. Pour les challenges, il n'y a pas de resoumission parce que les challenges ne se reproduisent pas égales à eux-mêmes. Pour les transitions, on n'a pas vraiment des stats, mais voilà, il y a des chances, enfin, il y en a qui réussissent au premier coup, il y en a qui doivent essayer 3 voire 4 fois. oui, même chose pour l'IIC Accelerator. Bon, souvent, les gens déposent 2 fois, voire 3 fois. Je crois que les sites plantes, vous l'avez eu du premier coup. Oui, oui, c'est vrai que, bon, enfin, on a eu de la chance, hein, il faut bien dire aussi, hein, c'est que je pense qu'on a déposé le dossier dans un contexte où on cochait aussi toutes les cases par rapport à des attentes spécifiquement sur ce marché-là. Bon, voilà, au-delà de la qualité du dossier, il faut aussi, enfin, j'allais dire, tomber au bon moment. Enfin, on a eu comme on dit, les planètes étaient alignées à ce moment-là pour Ouais. nous, donc c'est vrai que c'était une chance aussi. Ouais. Oui, c'est vrai que Magdalena aborde un sujet que je n'ai pas abordé, et c'est un tort de ma part, hein, c'est le timing. Et le timing dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le timing de la technologie avec, par exemple, des tendances sociétales qui seraient évidemment bonnes pour accepter la technologie, etc., etc. Le timing aussi, voilà, on parle beaucoup en ce moment de décarbonation, et de décarbonation à peu près dans tous les secteurs industriels. Donc là, on fait bien le lien du timing avec les politiques européennes. Le timing de l'entreprise, c'est vrai que Magdalena a insisté là-dessus, et elle a eu raison, c'est-à-dire que l'IIC est arrivé au moment où Illicit Plant commençait finalement sa croissance et était dans cette phase d'accélération. Donc le moment du timing dans l'IIC Accelerator est très important. Est-ce que vous êtes en train de faire une levée de fonds ou pas? Est-ce que vous allez en faire une? Enfin, il y a tous ces points-là à prendre en considération. Je vois une question concernant la stratégie, la répartition entre le grant et l'equity. Comment est-ce qu'on doit favoriser le grant only, grant ou equity? Quelle est la stratégie à adopter? Alors, c'est la stratégie, c'est plutôt, j'allais dire, votre situation qui va déterminer l'option de financement que vous allez prendre. Par défaut, c'est du blended finance. Par défaut, c'est un instrument de scalabilité.
on ne fait pas de scalabilité avec de la subvention ni même avec du prêt. C'est pas vrai. On finance des projets avec du prêt, de la subvention, mais en aucun cas on ne peut financer la croissance d'une entreprise. La croissance d'une entreprise, elle ne peut être financée que par de l'investissement. Donc déjà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, si vous prenez l'option Grant Only, je l'ai dit pendant la présentation, mais je l'ai peut-être dit un peu trop vite, il faut que vous sachiez comment vous allez financer votre TRL 9. C'est-à-dire qu'au moment où vous demandez ce Grant Only à la Commission européenne, vous avez d'ores et déjà sécurisé des investisseurs qui vont vous dire « Ok, moi je ne veux pas financer tout de suite votre projet parce que vous devez encore dérisquer l'innovation. Une fois que vous aurez dérisqué l'innovation, je viendrai et je vous financerai votre TRL 9. » Donc souvent, les gens prennent plutôt le blended finance parce que c'est quand même assez rare d'avoir déjà un co-invest qui va vous financer vos 10 millions d'euros. Bon, ça peut arriver, mais c'est quand même plus rare. En tout cas, je retiens que s'il y a des questions à l'avenir pour les participants, donc ne pas hésiter à vous solliciter, en tout cas pour avoir des précisions. Moi, j'avais une question sur l'avenir du dispositif. Moi, j'ai compris qu'on était sur une phase pilote qui était 2021-2025. Qu'est-ce qui se passe après 2025? Est-ce qu'on est sur un renforcement du dispositif ou pas? Alors, d'abord, je ne peux pas dire ce qui se passera au-delà de 2027, mais on va déjà commencer par au-delà de 2025. L'IIC a 4 ans. Donc, tout le monde pense que l'IIC existe depuis la nuit des temps, mais l'IIC a 4 ans. Ce qu'a fait l'Europe, il y a eu des couacs, il y a encore des difficultés, il y a encore de la difficulté dans certaines choses, je ne vais pas le nier, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel qu'en 4 ans, l'Europe ait réussi à construire un instrument comme ça avec autant de succès auprès des acteurs. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que l'IIC a un programme de travail qui fonctionne par année. Donc là, on a le programme de travail 2025. En novembre 2025, on aura le programme de travail 2026 et en novembre 2026, on aura le programme de travail 2027. Donc l'IIC aura cours jusqu'à la fin de ce que l'on appelle le programme Horizon Europe. Ensuite, au-delà, qu'est-ce qu'on peut dire si ça intéresse nos auditeurs? On va basculer dans une période de construction de ce que l'on appelle le 10e programme cadre. Là, on en est à la 9e programmation. Donc, le programme cadre, il est prévu pour 7 ans. Et dans cette construction du 10e programme cadre, il est évident que le maître mot va être la compétitivité. C'est très clair dans toutes les politiques et dans tous les discours que vous pouvez lire, le maître mot sera la compétitivité. Ça, c'est certain. La compétitivité parce que, et notamment dans le volet de l'IIC, il faut impérativement qu'on aide nos entrepreneurs à franchir cette fameuse vallée de la mort. Je m'explique, l'Europe crée plus de startups qu'aux États-Unis. Par contre, ce qu'on n'arrive pas à faire par rapport aux Américains, c'est qu'on n'arrive pas à les faire grandir. Et je rappelle juste cette histoire que sur le continent européen, en particulier en France, on n'a pas été capable de fabriquer un vaccin. Le pays de Pasteur n'a pas été capable de fabriquer un vaccin. La technologie ARN messager a été inventée en France et en Europe, mais nous n'avons pas été capables de faire cette scalabilité comme les Américains savent le faire. Donc, l'avenir sera mis aussi sur cette épreuve pour nous de scalabilité. Aujourd'hui, on parle de la construction, notamment grâce ou à cause, je ne sais pas comment il faut le dire, du rapport Draghi. Nos auditeurs savent forcément qu'il y a le rapport Draghi qui est sorti, un rapport qui est sorti sur la compétitivité. Et l'idée de la Commission européenne est de construire ce qu'on appelle un grand fonds de la compétitivité dans lequel sera intégré le programme 4 de recherche et d'innovation. Donc, en 2 mots, pour répondre à votre question, il est question de faire grandir encore l'IIC. Donc, au-delà de 2027, on devra avoir un IIC qui sera encore plus grand et encore plus fort que ce qu'il existe aujourd'hui. Et il est prévu, évidemment, notamment dès 2026, par la nouvelle commissaire qui s'appelle Ekaterina Zaharieva, elle est bulgare, de mettre en place ce qu'on appelle un plan Startup Scale-up.
Donc, en plus de l'EIC, il va y avoir un plan qui va être sorti par la Commission européenne qui va aussi dans ce sens de s'occuper de faire grandir nos entreprises. Mais je laisse peut-être Chiara compléter sur le volet plus amont. Je suis restée sur le volet accélération. Bah, la tendance, oui, il n'y a pas d'évolution, notamment après 2025, prévue pour le Pathfinder et la transition. Et alors, le transition, c'est un instrument qui a... c'était effectivement une des grandes nouveautés. Le Pathfinder était un peu la suite de l'ancien programme FET sous le précédent programme cadre, avec une philosophie qui a renforcé un peu l'accent sur l'impact des projets Pathfinder, mais qui est globalement resté stable et qui reste stable. La nouveauté de la mise en place des challenges avec les programmes managers est très intéressante. C'est une approche qui est unique dans le programme cadre d'Horizon Europe. Cette approche par portfolio, ce suivi très rapproché, vraiment aux petits oignons, on peut dire, des lauréats. Le transition est lui un instrument qui a un peu plus oscillé sur l'évaluation, notamment un peu voilà, qui est effectivement entre le Pathfinder et l'accélérateur, qui a pris un peu plus de temps pour trouver son identité. C'était vraiment la grande nouveauté. Et c'est un instrument que nous l'espérons a vocation à être renforcé sur le volet du montant total de financement, parce qu'à ce stade, permet le financement de quelques projets, on va dire quelques dizaines de projets, sans peut-être arriver donc à répondre vraiment à l'ambition de combler ce passage du laboratoire, ce fossé entre le laboratoire et le monde privé. Ce qui semble quand même se confirmer, et je le redis, c'est ce que Carole a dit, c'est que l'EIC trouvera sans doute sa place dans le futur programme cadre FP10 après 2027. Il faut donc on prépare dans nos écosystèmes les entreprises et les laboratoires, et en tout cas les encourager à postuler, les encourager à se préparer avec vous pour préparer des bons projets qui ont de bonnes chances de passer. Du coup, ça me donne une transition pour parler de ce qu'on fait nous, les pôles. Voilà, c'est notre métier de soutenir l'innovation, faire de l'ingénierie de projet. Là, vous avez une liste qui est sûrement pas exhaustive de tout ce qu'on fait, donc avec tous mes collègues des autres pôles. On fait globalement, au-delà de l'IAIC, une veille sur les dispositifs de financement européens. On est là aussi pour faire ce travail en amont, de diagnostic des idées de projet, de maturation des idées, et de fléchage, le cas échéant, pour orienter les entreprises vers le bon guichet de financement adapté à ce qu'ils veulent faire. Bien entendu, des recherches de partenaires, parce qu'on est très présent sur les réseaux européens. On voit passer beaucoup de projets, donc on est capable aussi de faire des revues de projets, de donner un avis sur un projet, son potentiel, les points renforcés, etc. Et puis, on me soulignait aussi, alors bon, les pôles peuvent être aussi directement intégrés dans certains projets, typiquement Horizon Europe, par rapport à l'expertise métier qu'ils apportent, et puis cette connexion avec l'écosystème de l'innovation, la dimension marché qui peut être nécessaire sur des projets de recherche typiquement. Et puis, on me rappelait aussi que les pôles sont ambassadeurs dans certaines régions des dispositifs qui sont destinés à l'aide au montage de projets. Alors, c'est pas le cas dans toutes les régions. Je sais que chez nous, c'est pas le cas, mais en tout cas, je crois qu'en PACA, par exemple, ou en Aura, il y a des dispositifs spécifiques pour aider à la construction de projets. Je crois que j'en ai. Alors voilà, petit quand même diaporama de tous les contacts dans les pôles. Le diaporama sera fourni à tous les participants, donc vous aurez ces contacts-là. Et puis voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais néanmoins, vous pouvez encore en poser s'il y a des questions brûlantes. Et on est très content d'avoir pu organiser ce rendez-vous avec vous, Chiara, Carole et Magdalena. C'est intéressant de pouvoir avoir cette discussion. Au-delà de la présentation du dispositif qu'on connaît, parce qu'effectivement, il suffit d'aller sur Internet pour regarder ce qu'il y a, mais ce qui est intéressant, c'est la pratique, c'est comment est-ce qu'on doit appréhender ce dispositif, d'avoir les retours d'expérience de ceux qui sont passés. Et ça, c'est des choses qu'on peut échanger dans le réseau qui sont précieuses, à mon sens.
Le mot de la fin peut-être du coup, Chiara, Carole. On commence par Chiara peut-être dans le sens de l'amont vers l'aval. Et bah, n'ayez pas peur de tenter l'aventure EIC, même dans les TRL plus bas, en collaboration avec des laboratoires. C'est, je pense, voilà, toujours très riche et très intéressant. Carole, le mot de la fin. Le mot de la fin, bah, moi, Ou je du vais début dire. en fait. Non, mais moi, je vais dire ce que parfois je dis, c'est-à-dire d'autres ont réussi, pourquoi pas vous? Magdalena. Je vais redire ce que j'ai déjà dit. Tentez l'aventure et faites-vous accompagner autant que possible, c'est indispensable. Entendu. Très bien, c'est bien noté. Je vois pas pas trop de questions. Euh, voilà, bah, écoutez, de toute façon, on a les contacts. Les diapos seront diffusés sans difficulté. Et écoutez, affaire à suivre. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon appétit. Ben, merci Merci à beaucoup, vous. Nicolas, et merci à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Merci, Au beaucoup. au revoir, revoir. merci. Au Au revoir. revoir.